Bonjour. On vient d'exiger d'avoir un jingle. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. On a 30 minutes ensemble, sous le signe de l'engagement. Alors dans l'univers tech data, quand on pense engagement, on pense souvent engagement du client interne, engagement du métier, engagement du client, engagement du partenaire, et un peu moins souvent l'engagement du collaborateur, avec des équipes souvent complexes qui grandissent vite, avec une partie interne, une partie externe, et je trouvais important qu'on puisse aborder le sujet. Je suis accompagné d'Hélène. Merci beaucoup, Hélène, d'être avec moi. Alors, je vais tenter la version crypto du métier d'Hélène, qui est... c'est bon, je suis dans le cadre. Qui est, je vais essayer de ne pas me tromper, hein. Hélène, attention, est leader RH de l'EDD, de la PHP portée par LMF. Ouais. C'est ça. Exactement. Et le truc le plus dingue, c'est dans 30 minutes, ça va être clair pour vous. Il m'a fallu plus de temps que ça. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil en stratégie narrative qui s'appelle The Presenters. Et mon métier, c'est de rendre les idées désirables. Donc oui, c'est un chouette métier qui m'amène régulièrement à rencontrer des gens qui ont des projets et qui se rendent compte d'une difficulté majeure. C'est que les gens n'évaluent pas votre projet. Ils évaluent ce que vous êtes en train d'en dire. Et c'est là que ce n'est pas juste. Il y a des gens qui ont des magnifiques projets, mais qui ne sont pas très bons à les raconter. Et il y a des gens qui ont, qui ont des projets qui ne sont pas meilleurs que les autres, mais qui sont très très bons quand il faut aller chercher le budget. Ouais. Et ça tombe bien parce que ça m'a fait penser, en le préparant, à un article universitaire que j'ai vu, qui explique pourquoi les grands projets technologiques échouent. Et il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est les présentations, c'est les PowerPoint. Et Hervé Dumez et Magali Ayache expliquent qu'on oublie une chose qui est super importante. C'est que quand vous parlez d'un projet, la seule matérialité de ce projet, le seul truc un peu concret de votre projet, c'est la présentation. Rien d'autre n'existe. Et du coup, effectivement, ce que vous allez dire et ce que vous allez laisser à la fin est juste essentiel. Vous devez imaginer que c'est le seul truc concret qui existe avec votre projet. Et la deuxième raison pour laquelle les projets échouent, c'est les quick wins. Oui, aujourd'hui, vos dirigeants, vos patrons, je pense, commencent à avoir compris que pour être un peu à la hauteur en termes de tech et de data, il va falloir mettre beaucoup de temps, d'argent et d'être humain. Sauf qu'en contrepartie de grands budgets exploratoires, ils demandent souvent qu'en face, on puisse avoir des contreparties, des résultats rapides. Voire parfois, on n'attend pas la demande, on dit « Attendez, regardez ça, on va gagner rapidement dessus ». Le seul problème, c'est que ça veut dire que très rapidement, on a des résultats avec des projets courts et rapides, et que d'un seul coup, on se retrouve, boum, face à une montagne de tous les très gros projets qui vont mettre très longtemps à générer de la valeur. Et très souvent, les projets s'arrêtent là. Alors ça, bien heureusement, ce n'est pas du tout la dynamique dans laquelle tu es, Hélène, parce que Leroy Merlin, on le connaît souvent comme son magasin de proximité, et on ne sait pas toujours ce qui est en train de se passer derrière la vitrine de ces magasins. C'est une dynamique de transformation qui est profonde et rapide. C'est pour ça que ton témoignage est super précieux. Hélène, donc du coup, si je traduis correctement ton métier, tu serais l'équivalent d'une directrice RH, d'une direction de quoi, à peu près 1000 personnes, dont 40-50% d'internes, qui a pour mission de développer l'enjeu digital et data de la plateforme Habitant France. C'est ça ? Exactement. Tu nous rappelles un peu les enjeux de la stratégie Leroy Merlin sur ce sujet ? Avec plaisir. Notre ambition chez Leroy Merlin France, c'est d'accompagner chaque habitant dans ses projets Habitat, de A à Z, et de construire une plateforme un peu unique au monde, qui est la plateforme Habitant Particulier, qui rassemble 4 marques du groupe ADO. Et donc, du coup, on est en train d'inventer un nouveau modèle qui est l'omnicanalité. Donc, c'est un modèle qui est plus puissant, plus ambitieux et qui est aussi plus exigeant, qui implique deux choses. À la fois, ça va être de réinventer un petit peu le rôle de nos magasins historiques, qui deviennent progressivement des plateformes de logistique avancées, et de réinventer du coup aussi tous les métiers qui y sont exercés. Et dans ce même temps, de développer un nouveau canal, qui est le canal digital, et donc toutes les compétences qui sont associées, liées à l'IT, au web, à la data. Et j'ai l'impression que ça marche. Voilà. Et ça marche pas trop mal, puisque du coup, on a été élu marque préférée des Français en 2021 et 2022. On pense que c'est la juste reconnaissance de notre vision qui est la bonne, des outils qui sont mis à disposition de nos clients. Et aussi, on reste leader sur des ventes, à la fois sur notre canal historique qui sont les magasins, mais également leader sur les ventes en ligne. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous le savez même mieux que moi, on parle d'ultra-expertise, d'ultra-compétence et donc d'humain.
Et il est intéressant de voir que souvent, les boîtes qui annoncent les innovations les plus importantes le font avec des canaux de communication qui sont des communications ancestraux. Enfin, on a en tête les keynotes de Steve Jobs, enfin maintenant de Tim Cook, qui annoncent des évolutions colossales avec le moyen de communication le plus ancien qui existe. Des gens qui se lèvent face aux autres en leur disant « on a une histoire à vous raconter ». Et vous n'échappez pas à cette règle. Comment on réinvente des rituels où les humains peuvent se réunir et se parler. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux expliquer pourquoi? Effectivement. Je porte ça avec mon équipe. Déjà, on va remettre un petit peu dans le contexte. C'est vrai que Leroy Merlin France, c'est beaucoup de nouveaux collaborateurs. On a un effectif d'internes tech qui ont plus que doublé ces 2 dernières années. Et donc, c'est 300 collaborateurs maintenant qui travaillent chez Leroy Merlin France en interne, dans une commune de 4000 personnes pour le groupe ADO. Donc ça nécessite quand même, on le voit quand même facilement, des rencontres. Et donc c'est un nouvel écosystème tech qui est en train de se créer au sein de l'entreprise. L'idée, c'est de pas faire une boîte dans la boîte, mais bien de faire converger ces nouveaux collaborateurs et ce nouvel écosystème vers notre raison d'être, qui elle ne change pas, et d'insuffler aussi à ces nouveaux collaborateurs la culture Leroy Merlin France. Et donc ça nécessite de la présence. À l'enjeu d'état de data sur Leroy Merlin France, on travaille sur un projet qui est bien plus grand que nous, qui nous dépasse, qui est la transformation digitale de l'entreprise. Et en fait, on l'a dit un peu plus tôt, l'omnicanalité, c'est notre force chez Leroy Merlin France, c'est nos magasins, c'est la présence, la relation et la proximité. Donc on voit assez vite que quand notre modèle c'est ça, la distance, c'est des fois un petit peu difficile. Et donc, on a aussi l'humain au cœur qui reste une valeur forte chez Leroy Merlin. Et donc, du coup, quand on s'est dit tout ça, on a notre boussole et on peut prendre des décisions plutôt éclairées. Et je pense que est forte. Et notamment, on a eu à faire des choix aussi après le Covid, notamment sur des modes de travail qui ont beaucoup évolué, notamment sur le sujet du full remote. On sait assez vite que nous, il n'y a pas eu de sujet, quoi. La distance, c'est pas notre truc, donc il n'y aura pas de full remote chez Leroy Merlin. Une fois qu'on s'est dit ça, ça ne veut pas non plus dire qu'on reste sur notre modèle de collaboration historique. Ça laisse la place à plein d'innovations RH aussi. On est capable aujourd'hui de monter un modèle de collaboration qui nous est propre, avec qui on est et en respect de nos valeurs. Et ça passe aussi par de la présence sur des événements physiques où on va chercher aussi à passer les mêmes messages aux mêmes équipes au même moment. On crée des momentum dont les gens se souviennent. On va aussi pouvoir mesurer l'engagement dans ces moments-là, l'engagement de nos collaborateurs, mais également ceux de nos dirigeants, par leur présence maintenant aussi physique sur ces événements tech, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques temps. Et ça permet aussi simplement de capter aussi les signaux faibles. C'est beaucoup plus difficile de faire ça quand on est à distance. Et puis de voir aussi, d'observer les convergences qui peuvent avoir lieu aussi sur des moments plus informels comme l'apéro ou la soirée. Évidemment, l'apéro. Évidemment. Ce momentum dont tu parles chez The Presenters, c'est ce qu'on appelle le moment de vérité, c'est ce qu'on vit tous à quelques secondes d'une prise de parole importante. Et ce qu'il est important, c'est quand on veut se préparer, quand vous devez vous préparer ou préparer vos collaborateurs, c'est de ne pas se tromper d'objectif. Et chez The Presenters, nous, on a l'habitude de dire que notre métier, c'est pas de faire des jolis slides, c'est pas de raconter des jolies histoires, c'est même pas de faire en sorte que les oratrices ou les orateurs aient l'air à l'aise. Ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, ce qu'on doit profondément ancrer, c'est qu'à chaque fois qu'on se lève pour parler, c'est qu'on est là pour défendre la cause de nos idées. Et d'être très clair sur qu'est-ce que je viens défendre. À chaque fois que je prends la parole, c'est le seul vrai moyen pour se mettre à progresser. C'est le seul vrai moyen de prendre conscience qu'à chaque fois que je parle, je dois développer une influence. Et que la récompense de cette influence, c'est le leadership qu'on m'accorde. D'autant plus dans vos métiers. Ou quand on est dans des métiers de haute expertise comme les vôtres, vous avez une particularité, c'est qu'en général, à chaque fois que vous avez une présentation à enjeu, vous avez en face de vous des gens qui en savent moins que vous. Quand vous allez chercher un go de vos patrons, ils en savent moins que vous. Quand vous allez chercher le budget, ils en savent moins que vous. Quand vous allez vendre une offre à vos clients, ils en savent moins que vous. Et ça, c'est le cas de l'ensemble de vos collaborateurs dès qu'ils ne parlent plus simplement entre pairs. Et ça, il n'y a pas de mystère, il faut se préparer. Nous, c'est pour ça que depuis 10 ans, on travaille sur une méthodologie qui s'appelle le Hub Story, qui est en 4 étapes. Alors, je vous les présente rapidement comme 4 conseils pour un peu clarifier sa pensée et ses idées. On y reviendra si vous avez des questions. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape du pitch. C'est d'être très clair sur c'est quoi l'idée que je viens défendre. Arrêtez de venir avec une liste de messages clés. Ne le faites pas pour vous, empêchez les autres de le faire. Demandez-vous, c'est quoi l'idée? Et là, vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace quand il s'agit de mettre en cohérence ces messages clés. Une fois qu'on est clair sur l'idée et qu'on est capable de l'expliquer en 2 minutes, on va répondre à la question que se pose tout manager avant une grosse échéance quand on a à parler. La question que tout le monde se pose, c'est « Ok, comment je le raconte ?»
Comment je fais en sorte que mon projet se transforme sous la forme d'une histoire qui touche au cœur les gens que j'ai envie de mettre en mouvement? C'est ça le storytelling. Pas une jolie histoire qu'on pose comme ça et qui rendra sympathique n'importe quel projet, quel qu'il soit. Non, non. L'histoire que vous êtes en train de raconter. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ce n'est pas votre projet qui compte. C'est ce qu'il va changer. Et le changement, ça se raconte. Une fois qu'on est dépositaire d'une idée claire et d'une histoire qui mérite d'être racontée, enfin, on ouvre le PowerPoint. Enfin. Pas au début pour copier-coller les slides qu'on avait déjà. Enfin, j'ouvre le PowerPoint pour mettre en scène l'histoire que j'ai conçue. L'histoire que j'ai conçue pour l'auditoire que je m'apprête à rencontrer. C'est ce qui fait de la présentation non pas quelque chose que je dois plaquer pour avoir mes notes pour plus tard, mais pour avoir quelque chose qui va venir amplifier mon impact quand je suis en train de parler. Les slides, ce n'est pas pour ceux qui parlent. Les slides, c'est pour ceux qui écoutent. Et enfin, la dernière étape, je l'ai déjà évoquée comme la récompense de l'influence, c'est le leadership. Ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas d'avoir l'air à l'aise. Il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise, ça se voit, ils sont brillants. Pourquoi? Parce qu'ils sont pertinents, sincères et engagés. Et ça suffit. Et ça, aller chercher ces compétences chez les collaborateurs, en particulier les plus introvertis, ça, c'est un enjeu stratégique que vous avez. Et qui va vous permettre de faire en sorte que prise de parole après prise de parole, vos collaborateurs sont identifiés comme des leaders qui méritent d'être écoutés. Cette méthode, c'est celle que j'ai appliquée à ton invitation pour l'événement qui a eu lieu au mois de mars, qui s'est appelé l'EDD Fest 2023, traduction, maintenant vous commencez à connaître, la Festival de l'enjeu Digital Data 2023. C'est un événement qui a réuni plus de 300 collaborateurs. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, alors non pas simplement cet événement, mais en quoi c'est devenu un rituel qui a lieu, je crois, 2 fois par an maintenant? Ouais. Bon, même si on est dans un enjeu digital data, on a aussi besoin de plénières de direction pour partager nos grands projets, poser la stratégie et aussi fêter nos victoires. Vous avez compris, on est une boîte festive chez Leroy Merlin. Et en fait, on avait aussi, au travers de ce besoin-là, il fallait qu'on réinvente notre rituel. Il fallait qu'on se l'approprie, cet événement, parce que Leroy Merlin France, on a des référentiels qui sont des référentiels de commerçants. Et il faut que cette population tech puisse vivre chez Leroy Merlin, exister, être identifiée. Donc c'est ce qu'on est allé chercher du coup au travers de cet événement-là qu'on a complètement repensé, en allant chercher des codes un peu d'événements tech qu'on est venu amener chez Leroy Merlin. Et donc on l'a décliné en 2 versions. Donc il y a la version plutôt hiver qui est en début d'année, qui est portée par le co-lead de l'EDD, où on pose le cadre, la stratégie et les objectifs de l'année. Et on le décline dans une version plus estivale qui est le DD Summer au mois de juin. On laisse la main à nos managers, c'est eux qui le portent, et ils font des jalons, des points d'étape sur les grands projets de l'année. Je trouvais intéressant de venir vous raconter cet événement, parce qu'il y aura toujours dans la vie d'une entreprise des grands messes où on a besoin de beaucoup de budget et de beaucoup de partenaires pour faire des choses. Mais je pense d'autant plus depuis la crise sanitaire, on a besoin aussi de créer une mécanique interne où on sait créer des événements où on se rencontre. Le faire nous-mêmes. Un événement pensé par et pour ceux qui animent la dynamique toute l'année. Et dans ce cadre-là, j'ai pris plaisir de retirer 3 apprentissages que j'ai eu du travail qu'on a eu ensemble, que vous pouvez appliquer dès votre prochain événement, afin d'avoir effectivement une dynamique de rituel qu'engagent les équipes. Le premier, c'est travailler une originalité des formats qui font sens. Et on va voir que le qui fait sens, il est juste essentiel, pas juste pour faire joli, sympa ou décalé, ou moins long et pénible que la dernière fois. Ça, c'est pas un bon moteur. Le deuxième point, c'est la capacité que vous avez eue dès le départ d'impliquer l'ensemble des équipes, et ça, c'est exemplaire. Et le troisième point, c'est l'attention particulière donnée à l'impact de la parole. Le premier point, c'est l'originalité des formats. Pourquoi c'était si important que ça dès le départ? Parce que c'était là avant même que j'arrive. Oui, ça c'est vrai. Du coup, chez Leroy Merlin France, on a une dimension culturelle qui est forte, qui laisse une belle latitude pour entreprendre, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et je voulais justement que cette population tech puisse s'approprier aussi cette dimension culturelle qui est forte. Et donc l'idée, c'était vraiment de ramener, comme je disais tout à l'heure, les codes d'un événement tech chez Leroy Merlin et de décaler sans dire pour dire de décaler, ça sert à rien. Il fallait qu'on décale parce que ça crée du sens et que ça vient nourrir notre stratégie. Donc on a choisi de ramener donc déjà un thème. Il y a toujours un thème sur les événements tech. L'an dernier, on avait choisi le thème des séries. Cette année, on a choisi les TV, les shows télé. Donc le format de la plénière, on a pris un format late show
au-delà du fait qu'il se raccrochait bien au thème, ça a incarné aussi cette valeur proximité, puisque du coup, avec le Colide, on était en mode un peu au centre d'une arène où il y avait l'ensemble de collaborateurs autour. Donc ça crée aussi un espace plutôt convivial et ça incarnait vraiment cette proximité-là. On a travaillé aussi du coup le format village, où là, c'est donc les équipes qui se sont appropriées du coup, les stands, qui sont venus présenter leur propre victoire. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de créer la transversalité des rencontres aussi en interne et des partages. Et un troisième moment qui était une séquence d'ouverture où on fait intervenir des speakers externes qui viennent du coup apporter la dimension plus innovation, partage sur des choix et des débats technologiques. Là, du coup, il y a quelques conseils que je voulais partager avec vous pour cette originalité qui fait sens, tu l'as dit en fait. Nous, quand on nous demande de venir intervenir pour préparer des orateurs sur un événement, souvent, quand il y a un format original, c'est parce que ça avait été, je vais le dire, ça avait été chiant la dernière fois, et ils se sont dit, il ne faut plus jamais que ça se passe comme ça. Sauf que faire un truc un peu déco, sympa, décalé, si ça ne touche pas le fond du message, en fait, ça ne sert pas à engager les équipes. Et donc ça, moi, j'ai pu le mesurer sur un moment qui est très important dans l'organisation dans lequel vous m'avez associé, qui est ce qu'on appelle le moment du kick-off. Quand on lance tout ça, alors c'était un kick-off un peu décalé, parce que vous aviez déjà beaucoup avancé sur quelle était la structure de l'événement. Il se trouve que nous, c'est quelque chose qu'on impose quand on vient, on veut qu'il y ait un kick-off, même si ça a déjà eu lieu, on veut être associé à ça. Déjà, nous, c'est le seul moment qu'on a où on va comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, c'est qu'est-ce que cet événement doit changer. Et ça amène précisément, je crois, la première question que je vous ai posée, qui responsabilise chacun sur ce qu'il va dire, mais collectivement, l'ensemble des organisateurs sur à quoi sert cet événement, c'est de prendre conscience que quand vous préparez un événement pour vos collaborateurs, ce n'est pas l'événement qui compte. Ce n'est pas les gens que vous allez faire venir. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que cet événement doit changer pour les gens qui écoutent. À un moment donné, vous avez une prise de parole quelconque, celle-ci, la prochaine que vous allez donner, si les gens ressortent exactement comme ils sont entrés, on est bien d'accord que même si c'était sympa, tout le monde a un peu perdu son temps. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez prévu de dire. Ce qui compte, c'est ce que ça peut et ce que ça doit changer pour ceux qui écoutent. Et c'était génial de voir pendant le kick-off comment d'un seul coup ça a interrogé non seulement chacun sur ce qu'il devait dire, mais aussi globalement comment ça a musclé la cohérence en disant bah ouais, si ce qui compte c'est ce qui change, pourquoi un LED show Pourquoi un village? Je rebondis tout de suite sur cette dynamique de village. Je trouve ça très puissant et c'est des choses que je vois beaucoup quand on est associé à des événements tech. Et ça revient à cette logique de donner la parole à ceux qui font. Ce qui est génial dans le village, c'est qu'on ne peut pas préparer tout le monde. Alors, à terme, c'est toujours intéressant quand tout le monde a les éléments pour se préparer, mais on voit bien que ce qui compte, ce n'est pas l'aisance. Ce qui compte, c'est la pertinence. Et d'avoir quelqu'un qui parle, qui n'est pas à l'aise, mais qui fait l'effort d'eux, ça remplace tous les coachings du monde. Donc d'abord, donner la parole à ceux qui savent rendre clair et pertinent. Et le troisième point qui est à relever, et ce serait intéressant d'en parler si le sujet vous intéresse, c'est ce réflexe d'inviter toujours des mondes de l'extérieur. Alors pareil, souvent quand on invite des gens de l'extérieur, moi j'ai souvent entendu, tiens, on va faire venir un tel de la télé, ça va faire sympa, et c'était un peu comme si ça amenait un peu de noblesse à l'événement. Pas dans vos domaines en fait. Vous avez une responsabilité particulière, c'est que vu le niveau de technicité que vous avez, ou des gens que vous animez, en fait, si vous voulez assurer leur montée en compétences, vous ne pouvez plus les inscrire à la dernière formation à la mode. C'est foutu. Parce qu'ils sont déjà en avance sur tout ça. Le seul moyen de continuer à apprendre, c'est de savoir ce que font les autres. Et du coup, cette dynamique ultra vertueuse qu'on voit de plus en plus et à laquelle on participe, et c'est passionnant, c'est de se dire, des boîtes qui sont concurrentes, ont des techs qui vont les uns chez les autres se raconter ce qu'ils font. Alors, on fait attention à ce qu'on raconte, mais d'un point de vue technique, il n'y a aucune raison qu'on ne crée pas une communauté transverse de quelques centaines ou de milliers de personnes, de gens qui ont développé une techno spécifique. Donc, non seulement, oui, invitez des gens qui ont testé des choses chez eux, chez vous, et n'hésitez pas à préparer vos experts et de les envoyer chez les autres, c'est le seul moyen de grandir. Deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est l'implication. Et là, j'ai trouvé que c'était super fort. Je crois que la première implication, vous avez vu la photo, c'est quand même Johan. Ouais. Johan qui a joué le rôle de l'animateur du Late Show. Alain Chabat s'y est frotté il n'y a pas longtemps et on voit à quel point c'est pas évident. Alors, en plus, il n'est pas du tout ni journaliste ni professionnel. Il était bien de chez vous. Ouais. Et ça illustre bien en fait cet événement qui a du sens, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'on le fait nous-mêmes et que du coup, on révèle des talents insoupçonnés. Et du coup, dès le début, le Colide était totalement impliqué, et ça, je sais que c'était quelque chose de super important pour toi. Oui, c'est vrai. Chez Leroy Merlin France, on est tous leaders, et donc c'est vrai. Être leader, c'est être identifié, et être identifié, c'est parler, c'est prendre la parole. Cet événement, on a voulu marquer les esprits
d'un point de vue tech, il a été pensé par des techs, conçu par des techs, pour des techs. Et c'est que le colis de France porte la stratégie de notre direction. Et chacun des domaines, que ce soit la cyber, l'archi, la data, moi en RH, on est tous impliqués. Et donc, du coup, on porte notre stratégie à 10. On prépare l'événement à 10 et on parle à 10, du coup, assez naturellement. Et du coup, il y avait bien plus de monde que prévu. Oui, parce que même, on a Thomas Bourret sur la gauche, qui était qui est notre directeur général, qui était présent aussi, et ça marquait les esprits. Et ça montre que du coup, la fonction support, elle passe vraiment au cœur du réacteur business, puisque notre directeur général prend le temps, dans son agenda chargé, de venir parler 1 heure et de poser sa vision aussi du digital. Et puis même spontanément, on ne lui a même pas demandé, mais assez naturellement, il s'est mis à l'entrée de la salle et a salué chacun des collaborateurs quand ils sont entrés. Je vous prie de croire que ça a vraiment marqué les esprits. Et ils ont bien compris que le digital maintenant a pris une place beaucoup plus forte dans l'entreprise. Pareil, l'élément fondamental, qui est quelque chose qu'on participe à développer, c'est donner la parole à ceux qui font. Donner simplement la parole à ceux qui veulent, sous prétexte qu'ils sont dirigeants. En fait, ça veut dire rabâcher toujours les mêmes messages qui, au final, ne changent pas plus les choses. Donc, personne n'y gagne, au final. Donner la parole à ceux qui font, c'est dire, dans une stratégie, plutôt que de rappeler la stratégie que j'ai dit l'année dernière, si je donnais la parole à ceux qui n'ont pas attendu, en fait, à ceux qui sont déjà en mouvement. Et c'est ça qui donne envie aux autres de se mettre en mouvement. Ce rôle modèle et exemplaire. Donc, partager la parole avec ceux qui font, ça veut dire se préparer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, d'avoir des structures rapides et simples. Je vous donne juste une, parce qu'on est très pris par le temps. C'est ce qu'on appelle chez le présentateur, c'est la boucle narrative, enjeu, action, conséquence. Enjeu, action, conséquence. Enjeu, action, conséquence, c'est ce qu'on appelle reconquérir le réflexe narratif. Je crois que tu l'as entendu pour tout le monde, un peu trop. C'est se rendre compte que pour avoir un impact, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas raconter vos projets stratégiques avec la même simplicité, le même impact et la même authenticité que quand vous racontez votre week-end à la machine à café. Il viendrait à l'idée de personne de dire « il faut que je vous raconte grand 1 ce qui m'est arrivé dimanche et grand 2 lundi ». Moi, j'ai confondu les jours, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Hein, ouais. On ne fait pas ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les enjeux. « faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ». Et qu'est-ce que je raconte? Pas ce qui m'est arrivé. Je commence par vous raconter tout ce que vous devez savoir pour vous comprendre, pour que vous puissiez comprendre à quel point ce qui m'est arrivé est dingue. C'est la même chose pour les projets. Je travaille sur tel projet. Non, il faut que je vous raconte que depuis 5 ans, on essaie de faire un truc que personne n'a réussi à faire. Et en faisant ceci et cela, on en est arrivé à. Donc ça, c'est les enjeux. C'est ce qu'on fait naturellement quand on raconte notre week-end. Ce que vous devez savoir pour comprendre l'action que je suis en train de mettre en œuvre et à quel point cette action est dingue. Et ce qui est intéressant quand on raconte une histoire, c'est que les actions ont toujours des conséquences. Il y a toujours une morale à l'histoire. Ce que j'ai appris, ce que je ferai plus pareil, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté. Enjeu, action, conséquence. Je vous le laisse dans la tête. Et ça me fait une super transition avec le dernier point, qui est l'attention donnée à l'impact de la parole. Je crois que c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai été mis dans la boucle. C'est-à-dire que oui, c'est un événement qu'on fait nous-mêmes, mais à un moment donné, effectivement, le besoin d'avoir quelqu'un un peu d'extérieur qui va voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Et parfois, en tout cas, c'est le rôle qu'on a qui peut dire des choses qu'il est plus difficile de dire entre nous. Et sur cette dimension impact de la parole, je sais que la préparation a été quelque chose de très important aussi. Effectivement. Notamment que cette structure amène à compacter les prises de parole et que ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour les équipes parce que ça leur demande d'être beaucoup plus structurés. Et puis, c'est pas facile pour les dirigeants parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise fais court. Hein, c'est ça? Je confirme. Je confirme. Et c'est que du coup, on travaille avec des gens qui sont passionnés, qui n'ont pas de mots pour parler de leur sujet, qui ont souvent 1000 idées à la seconde, qui ont des pensées en arborescence. Donc, à un moment donné, il faut quand même recentrer tout ça et de s'interroger qu'est-ce qu'on veut vraiment passer comme message, avec quoi les collaborateurs doivent repartir. Puis on l'a vu tout à l'heure avec mon intitulé de job, c'est vrai qu'on est créatif chez Leroy Merlin, donc on a notre jargon qui est propre et on est tellement dedans au quotidien tous que on s'en rend même plus compte en fait, qu'on n'est pas forcément intelligible quand on parle, et on a cette vocation aussi de transformer la boîte. Donc du coup on doit vraiment être capable de vulgariser, et même si là 90% de l'auditoire aurait pu comprendre notre propre jargon parce qu'il l'utilise aussi, l'idée c'est qu'ils puissent s'en resservir après les grands messages clés pour embarquer les gens du métier, les gens dans les magasins,
magasin. Donc c'était essentiel, c'est notre mission du coup de vulgariser ce qu'on fait et de le rendre accessible. Donc c'était hyper important d'avoir ton regard, tes questions, souvent naïves, en disant mais attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah ouais, en fait c'est normal parce que du coup voilà, c'est pas et c'est comment du coup on fait pour pas simplement m'écouter, mais vraiment entendu. Et d'autant plus que on est plutôt chacun des membres de ce colline, on est un peu experts de nos métiers. Et donc du coup souvent l'expertise renvoie une notion peut-être un peu de maîtrise, parce que c'est vrai que nos sujets on les maîtrise, donc on a des postures qui font que voilà, on rassure assez facilement nos interlocuteurs, mais pour autant on les embarque pas parce qu'on n'a pas la pédagogie qui va avec. Donc vraiment pour envoyer la confiance, il faut vraiment les deux, être vraiment expert de nos sujets, mais avoir la bonne façon aussi, la bonne pédagogie pour embarquer. Pour conclure sur cette liste de conseils que je vous ai préparée, pour aider à faire en sorte que la parole ait plus d'impact, transformer une liste de messages clés en une seule idée. Et ça, c'est facile de dire à quelqu'un, attends, là c'est super, tu as préparé, tu as 5 messages clés, mais c'est quoi l'idée qui est derrière? Et vous allez voir que c'est comme ça qu'on met en cohérence les idées. Ensuite, des préparations courtes. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va pouvoir se préparer tous ensemble sur une demi-journée. Oui, au début, en kick-off, pour avoir les idées, être impliqué, mais la préparation, quand on parle, elle est avec ceux qui parlent. Si je parle seul, je suis seul. Si on parle à deux, on se prépare à deux. Et de préférer des itérations très courtes. Enjeu, action conséquente, ça paraît tout bête, mais si vous avez 10 minutes de transfert entre un endroit et un autre, vous pouvez largement imaginer 2 boucles, c'est-à-dire argumenter sur 2 points super importants. Et parce que vous les aurez dit à voix haute, vous ne les oublierez pas. Et ça, c'est la transition sur mon dernier conseil. Répétez, 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 répétez. On répète jamais. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ça sert à rien, je suis pas prêt. Sauf que comme on n'est jamais prêt, on répète jamais. Et c'est précisément parce qu'on répète qu'on sera prêt. En fait, il faut accepter de répéter à date fixe, qu'on soit prêt ou pas. Pourquoi? Parce que c'est la tension qui va arriver ce jour-là qui va faire qu'on va pouvoir jouer à ce jeu qu'on a joué plein de fois. Et si c'était maintenant, on dirait quoi? Je serais bien embêté si c'était maintenant parce que je suis pas prêt. C'est pas grave, c'est maintenant. T'as 10 minutes, c'est ton expertise. Comment tu réponds à ma question? Et on se rend compte que quand on le fait à voix haute, d'un seul coup, quand on trouve le bon chemin, quand on trouve le bon axe, on s'en souvient parce qu'on l'a dit à voix haute. Inversement, quand on part sur un chemin de traverse qu'il faut éviter, on sait qu'on ne le reprendra plus et qu'il ne faut plus faire comme ça. Toi, en conclusion, comment tu mesures qu'un événement comme ça marche et est efficace? Au-delà des sourires et de la soirée qui en a suivi, on est effectivement data-driven aussi sur la fonction RH, donc on a aussi fait les sondages qui vont bien après l'événement. Et on a questionné de manière globale sur la satisfaction de l'événement, mais aussi sur le niveau de confiance. C'était super important pour nous de savoir le niveau de confiance quand on va au niveau des équipes. Et on le voit, du coup, on a eu des super scores. On a eu 55% des collaborateurs qui ont répondu, c'était 5 sur 5 en niveau de confiance, 35, 4 sur 5. Donc voilà, de ce point de vue-là, le job, il a été fait. Dans le verbatim aussi, on voit que ça bascule dans les esprits. Le shift, il se fait parce que du coup, la présence de Thomas Bourré, son accessibilité, a fait vraiment le job. Et voilà, maintenant, on est identifié chez Leroy Merlin et des choses toutes bêtes comme les sweats à capuche, qui sont aussi un code très geek. Voilà, maintenant, ils se battent un peu partout dans l'entreprise et ça questionne aussi. Et puis, ils se sentent, ils ont leur place et on est visible. Et c'était aussi une de nos missions. C'est quoi les prochains projets de dingue qui vous attendent? On n'en manque pas. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a pas mal de projets ambitieux encore pour construire cette plateforme particulier habitant. Avec des moyens humains qui sont au rendez-vous. On a beaucoup recruté ces 2 dernières années et on va continuer puisqu'on a encore 250 postes à pourvoir d'ici fin 2025. Donc on a les moyens humains, on a de belles équipes. On a aussi les moyens financiers puisqu'on a le budget digital et maintenant c'est le premier pôle d'investissement de l'entreprise avec la supply. Donc combiner les moyens humains budgétaires et une mission qui est aussi très noble, qui est travailler du coup sur l'habitat positif et durable. Je pense que voilà... la plateforme particulier habitant a un bel avenir devant nous. Top, bravo, merci Hélène pour ta confiance et ta présence ici. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Juste en conclusion, l'objectif de tout ça, encore une fois, je l'ai dit au début, c'est pas de faire en sorte que vous puissiez identifier des orateurs qui sont plus à l'aise que les autres. C'est de pouvoir donner le pouvoir à tous ceux qui portent le projet, de pouvoir devenir ce qu'on appelle chez The Presenters des leaders d'opinion. Le leader d'opinion, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus gradé, le plus ancien ou celui qui fait le plus de ventes. Le leader d'opinion, c'est celui qu'on appelle parce que son avis compte. Et pour que votre avis compte, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il soit clair et entendu. Et ancrer cette posture de leadership d'opinion, c'est ce qu'on peut ancrer, je pense, de plus précieux aujourd'hui pour soi et pour les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode, vous pouvez aller télécharger sur presenters.com le petit guide de survie pour rendre ces idées désirables. Et puis maintenant, on est disponible à vos questions. Qui commence tout de suite la deuxième question?
La première, elle était gênante, on a mis du temps à la trouver. Vous avez régulièrement des dynamiques d'événements comme ça à mettre en place? Non? C'est pas vous? Vous les subissez? Ouais. Alors, il va falloir un micro. Merci beaucoup. C'était assez intéressant. C'est vrai que l'acculturation, c'est un enjeu majeur chez tout le monde. Le fait de pouvoir amener la data dans les équipes, mais surtout sensibiliser chaque équipe à l'impact qu'elles peuvent elles-mêmes avoir. Et là-dessus, le discours qu'on a reçu aujourd'hui grâce à vous était très intéressant sur la prise de parole. Toutefois, qu'en est-il sur la partie justement accompagnement au changement? On a vu que les meilleurs messages sont ceux qui sont simples, qui sont expliqués clairement, avec des présentations impactantes et puis des leaders d'idées. Mais comment aujourd'hui faire en sorte d'accompagner les transformations d'idées dans les organisations? T'as une idée? Oui, j'en ai plein. Ça passe par, en tout cas sur la fonction RH. Moi, j'ai rejoint le il y a 3 ans. Et je viens de l'écosystème tech IT. Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses à faire bouger sur les pratiques RH, notamment pour accompagner le changement d'un point de vue humain, avec des outils RH qui changent, des chronologies aussi, une temporalité qui va changer, parce que du coup, tout est beaucoup plus rapide dans nos métiers. Donc c'est comment on accompagne aussi ces changements, c'est des shifts culturels en fait. Donc des outils, des référentiels métiers, des référentiels de rémunération, des référentiels de formation aussi qui changent. De notre point de vue, ce que je trouve intéressant, c'est la situation paradoxale à laquelle vous faites face. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout changement est compliqué et on finit par se dire « ouais, on ne peut rien changer ». Hashtag résistance au changement. Alors que la plupart du temps, quand on regarde en macro, tout le monde est d'accord pour que ça change. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un en disant « non, il est hors de question que je change ». En général, les gens disent « il ne faut pas changer comme ça ». Quand on leur demande sereinement, au dehors de l'échange émotionnel. Et ce qui est très intéressant, je vous invite à aller voir, il y a quelque chose dans une conférence sur la transformation, un résultat que j'ai utilisé, qui permet de démontrer mathématiquement que quand on demande à 2 équipes de travailler en synergie, quand on cherche l'intérêt individuel qu'elles ont à travailler en synergie, on se rend compte mathématiquement qu'elles n'ont aucun intérêt à travailler ensemble. C'est assez dingue, parce que les projets data sont par nature des projets de synergie. Sans le métier, vous n'existez pas et ils n'existeront pas longtemps. Et on se rend compte que travailler en synergie, mathématiquement, seul, ça nous prend de la bande passante sans être sûr que les autres fassent pareil. Et du coup, ce risque-là, naturellement, humainement, donc c'est notre espèce, on n'a pas envie de le prendre. Et le seul moyen de maintenir cet inconfort, c'est les enjeux et le sens. Et les enjeux, c'est quoi? C'est ce qu'on risque si on ne bouge pas. Et le sens, c'est quoi? C'est un futur désirable vers lequel on a tous envie d'aller. Et le seul moyen de transférer les enjeux et le sens, c'est de parler de manière cohérente tout le temps. Et quand je dis tout le temps, encore une fois, c'est pas que mon patron qui vient me donner la bonne parole. C'est des dirigeants qui donnent une grande tendance, avec un discours que sont capables de s'approprier les collaborateurs, de façon à le répercuter et de devenir des ambassadeurs de la transformation. Donc oui, le changement, il y a des techniques de conduite du changement que je connais pas bien, parce que c'est pas mon métier. En revanche, ce que je suis sûr, c'est que la seule chose qui fait que le plan a lieu, c'est que les collaborateurs sont pleinement engagés à raconter pourquoi eux, ils ont envie de participer à tout ça. Et donc, parler à chaque fois qu'on peut. J'espère que j'ai répondu. Une autre question, peut-être? Je vous laisse avec 2 sources, du coup. L'article dont j'ai parlé au début, c'est un article qui s'appelle « Et le comité de direction a ri ». Alors, c'est universitaire, c'est illisible pour un article universitaire, mais voilà, j'ai trouvé ça moi très intéressant en tout cas. Et ce dont je viens de parler, c'est ce qui s'appelle, ça est issu d'un résultat des mathématiques qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Et il y a une chaîne qui s'appelle Science Étonnante, pour ceux qui connaissent, avec de David Loipre. Et il a fait une vidéo là-dessus, sur pourquoi on n'a pas envie de changer. Et vous verrez, la démonstration est assez bluffante et on a envie de raconter ça à tout le monde. Merci en tout cas à votre attention. Pour ceux qui ont des questions à poser en off, parce que c'est plus confortable, n'hésitez pas, on est encore parmi vous. Et puis bon après-midi, au revoir. Merci à toi.